Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon, voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute! Quels sont les présupposés derrière le fait de ne pas vouloir faire des enfants? Est-ce que ce serait pour des raisons écologiques, économiques? Est-ce que ce serait pour des raisons de confort, de personnalité, de choix personnel? Et s'il s'agissait en réalité d'un signe d'optimisme ou de pessimisme face à l'avenir, face au monde, face à soi-même, face à l'humanité? Dans cet épisode, l'équipe de Sagesse et Morito réfléchit aux courbes de natalité et postule que faire des enfants, c'est être prêt au sacrifice et à l'espérance. Générique. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Sagesse et Morito. Alors ceux qui nous écoutent toutes les 2 semaines à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, ou aussi ceux qui nous écoutent pour la première fois, on vous remercie et on vous invite à vous abonner. Je me tourne vers mes collègues de podcast. Mon cher Christelle, bonjour. Bonjour Léa, salut les auditeurs. Mon cher JC, bonjour. Hey. Et moi, c'est Léa. On est ravis d'être avec vous pour cet épisode où on va parler de courbes de natalité, où on va parler de décroissance démographique et de tout un tas de sujets qui peuvent sembler vraiment déprimants au premier abord. Mais on va faire ça avec la joie d'être avec vous et puis la joie d'être ensemble dans un studio qui est tout aux couleurs de Sagesse et Morito pour une toute nouvelle saison qui réfléchit au sens que l'on met derrière les choses et au sens vers lequel on avance. Alors, dans cet épisode, on se demande, en fait, c'est quoi le but d'avoir des enfants, en fait, hein et c'est quoi aussi les raisons de ne pas en vouloir? Jean-Christophe. Il faut croire qu'on n'est pas les seuls à se poser la question parce que beaucoup de gens trouvent des réponses différentes aujourd'hui que dans le passé. En 1700, un humain sur 25 était français, ou comme on dirait chez nous, français de France. Et 1 sur 5 en Europe. Aujourd'hui, c'est seulement 1 sur 100. Si la France avait gardé les mêmes courbes de natalité que l'Angleterre, par exemple, on aurait 250 millions de Français aujourd'hui. Wow. Ce serait terrifiant pour certaines personnes, mais très heureux pour d'autres, qui sait. Tout ça pour dire que la natalité elle a des impacts quand même importants à long terme. Certains historiens vont dire que la plus grande force historique, c'est la démographie. Et donc, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'un de nos premiers épisodes portait justement sur le rapport du Club de Rome en 1970 qui disait déjà qu'il y a trop d'humains sur la Terre. Et là, on se rend compte qu'il y a certaines voix qui commencent à s'élever pour dire, peut-être que finalement, non. Ou s'il y a trop d'humains, il faudrait faire attention à ce que la population ne décline pas trop rapidement. On est passé la barre du 8 milliards il n'y a pas très longtemps. Certains modèles pensent qu'on va être 8,5 milliards seulement 8 ans plus tard et plus de 10 milliards en l'an 2100. Mais ces modèles-là sont revisés d'année en année. Puis on dirait que à chaque révision, finalement, les projections de population sont à la baisse. Le 20e siècle qu'on a connu était exceptionnel finalement. Et que peut-être que la population, en tout cas certains modèles proposent que le pic de la population est tout près de nous. Le pic de la population mondiale serait à 8,6 milliards vers 2100 et commencerait à descendre à partir de ce point-là. C'est d'ailleurs déjà qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays le plus peuplé de la Terre, ou celui qui était jusqu'à tout récemment le plus peuplé de la Terre, la Chine, qui a annoncé en 2023, à l'été 2023, que l'année dernière était la première année où le pays avait moins de population que l'année précédente. Donc, la Chine aurait amorcé son déclin de population. On se rappelle que la Chine avait adopté pendant les années 80 jusqu'à assez récemment une politique d'un enfant par famille. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut se préoccuper de ça? Avec la crise environnementale, on ne devrait pas se dire c'est bien qu'il y ait moins d'humains sur la Terre. Oui, peut-être au niveau de l'environnement, mais de l'autre côté, nos sociétés, notre modèle de solidarité sociale s'appuie sur le fait qu'il y a plus de travailleurs qui sont capables de supporter à la fois les jeunes enfants qui ne sont pas encore productifs et les personnes âgées.
Or, si la population cesse de s'accroître et si on n'arrive plus à attirer des immigrants qui, pour les dernières décennies en Occident au moins, ont camouflé ce déclin de fertilité, ben, on risque d'avoir des problèmes sérieux avec notre système, avec nos systèmes sociaux, nos systèmes de santé, puis nos systèmes fiscaux qui permettent de soutenir ces régimes-là. Donc cet épisode est un épisode de propagande pour que chaque auditeur et auditrice réfléchisse à faire des enfants. Et en plus, c'est un religieux qui nous dit ça. Donc en fait, on est un petit peu, j'y sais, si je suis l'avocat du diable dans un épisode où c'est le religieux qui va dire mais multipliez-vous, remplissez la Soyez terre. féconds. Voilà. Mais c'est bien ou c'est pas bien? Parce que, bon, dans l'imaginaire servante écarlate, oui, là, on n'aime pas les religieux qui disent aux gens de faire des enfants, mais Bah oui, des fois, les religieux disent non, 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 faites rien. Bah, c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que dès qu'on entend l'association, il faut faire des enfants, avoir des enfants c'est bien, la contraception, il faut faire attention. Associé à la religion, tout de suite, on imagine des idées qui sont pas populaires, faut dire ce qui est, qui sont assez critiquées, qui sont... Bah, tu as mentionné La Servante écarlate. Bah, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un roman des années 80 Mm. d'une romancière américaine, Margaret Canadienne. Oui, oui, américaine, d'un pays qui s'appelle Canada. Voilà. le Canada britannique, l'Amérique britannique. Ouais, donc qui se passe dans ce qu'on appelle un futur dystopique, c'est un futur horrible. C'est sur l'arrière-fond d'un régime totalitaire religieux. Et donc, il y a ce mélange entre, on le connaît un petit peu, hein, ce mélange entre religion, devoir de faire des enfants. Au Il Québec, faut... c'est un reproche qu'on a fait longtemps. Ouais. Puis Vas-y, raconte. le catholicisme a poussé les femmes à faire beaucoup d'enfants, hein. Dans l'histoire du Québec, on appelle ça la revanche des berceaux. Ah, je savais pas. Oui, Revanche contre quoi? contre la conquête de l'anglais, hein, l'anglais Ah, qui a conquis le Québec On entend dans cet épisode un JC patriote, profondément en soutien de son Ouais. Canada natal et particulièrement le Québec. Ouais, non, au moment de la conquête, c'est connu. On était autour de 60 000 Français au Canada. Donc, il n'y a plus d'immigration française. On est 60 000. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'Église catholique est devenue, à quelque part, la seule institution qui était capable de représenter les francophones. Donc, une institution francophone. L'économie, la politique, le militaire, tout était contrôlé par les Anglais. Et donc, la revanche était de dire, bon, ben, au lieu d'envoyer des soldats au front, on a envoyé à quelque part des femmes au berceau. Et donc, l'Église catholique a encouragé, pour pas dire forcé, mis beaucoup, beaucoup de pression, les femmes québécoises à avoir des enfants. Donc, ma grand-mère en a eu 8, je pense que sa grand-mère en a eu 21. Wouh! Donc, c'est des... Ouais, on parle de très grandes ouais? familles. On est passé de, justement, hein, ce petit nombre, 60 000 en 1760. En 1960, on était rendu 6 millions. Donc, à quelque part, ça a marché. De l'autre côté, ça a créé justement Un traumatisme national par rapport à la religion. Puis une des reproches qu'on fait le plus souvent, c'est justement cette coercition d'avoir des enfants. Ok, donc en plus de faire tout de suite penser aux auditeurs les traumas de La Servante écarlate et d'un univers dystopique dans lequel on force les gens à faire des enfants, tu fais pleurer tous les Québécois face à leur historique malheureux. Mais au-delà de ça, tu parles quand même d'une question qui se pose à un moment ou à un autre de la vie de tout un chacun. Ouais. Et concrètement, c'est quoi les raisons de ne pas vouloir faire d'enfants? Il y a pas longtemps, je me tourne vers toi, Christelle, on était en discussion avec une amie et elle nous parlait d'une de ses collègues qui allait avoir un enfant et quand elle l'a annoncé dans l'open space, il y a eu des réactions très, très mitigées parce que faire des enfants, c'est pas populaire dans leur milieu. Tu Ouais. veux un peu nous dire c'était quoi les raisons? Oui, en fait, il y a plusieurs raisons, mais avant ça, c'est important de souligner que les commentaires qu'on vient de faire par rapport à la religion, la critique qu'on a vis-à-vis de la religion qui fait faire des enfants, c'est des critiques qui sont vraiment très modernes, parce que jusqu'à à peu près 1950-1960, une femme en âge de fertilité, si elle est en couple, elle a des enfants. Alors, sauf exception, bien sûr, mais Ouais. c'était juste
la normalité de ce qui se passait. Dans le sens où il y avait pas de contraception, donc il y avait Voilà, pas vraiment le choix de ne pas vouloir d'enfant. Si tu étais exactement. en couple et puis, sexuellement actif, bah, généralement ça arrivait, quoi. Plus ou moins, voilà, voilà, exactement. Si tu es en couple sexuellement actif, bah, la logique veut que tu Mmh. tombes enceinte. Et donc, la question d'avoir des enfants n'était pas aussi facile à poser qu'elle l'est pour nous. Donc, il faut réaliser que c'est un questionnement qui est très moderne, entre guillemets. Enfin, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à il y a 12 secondes, on ne se posait pas vraiment la question, est-ce que je peux choisir d'avoir des enfants ou pas. En tout cas, ce choix appartenait à très peu de personnes. L'écrasante majorité des gens n'avaient pas ce choix. Donc, on est aujourd'hui dans une position où la plupart des femmes ou la plupart des gens peuvent avoir un choix qui appartenait à très peu de gens par le passé. Et donc, parmi ces raisons de ne pas avoir d'enfants, c'est ce que nous disait notre ami, il y a des contraintes qui sont matérielles, parce qu'avoir un enfant, c'est un Mmh coût mh. financier, un coût en À organisation. qui le dis-tu? Ouais. Dis le papa de C'est l'équipe. ça, on est un peu au courant de ça. Et donc voilà, est-ce que tu veux vraiment que ta vie soit chamboulée par le fait d'avoir un enfant? Ça, c'est des considérations qui sont matérielles. Il y a des considérations qui sont plus environnementales, c'est-à-dire, bah, JC l'a mentionné plus tôt, ben, un enfant, ça a une empreinte carbone, enfin un enfant, un être humain, au cours de sa vie, il va avoir une empreinte carbone, il va consommer, il va polluer aussi. Et donc, bah, ne pas en avoir, bah, c'est éviter qu'un être humain de Mmh. plus Mmh. participe à ces Et efforts-là. quand on voit, tous les machines à laver qu'il faut faire, quand on a un enfant, Ouais, parce que, ça se salit toutes les 3 secondes et à demie, qui le dis-tu? c'est À qui le dis-tu? en eau et en énergie et en argent, ça fait pas mal de dépenses Ça effectivement. fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et puis il y a une troisième raison qui, moi aussi, j'ai entendu dans mes fréquentations ou c'est des questions que moi-même je me suis posé aussi avant de devenir papa, enfin pas juste avant, mais en tout cas dans ma vie, c'est est-ce que je vais réussir à être un bon parent? Mmh mh. Parce que Mmh. être parent, c'est avoir des responsabilités, être responsable de la vie et de la croissance d'un être humain. Il faut lui apporter le meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on veut pour des enfants. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Et si on a un doute sur le fait d'être capable, est-ce que le principe de précaution ne veut pas que simplement on s'abstienne? Mais Oh. encore une fois, toutes ces questions. JC Attends, bouge sur sa chaise, il a trop envie de Je réagir. présente la situation. Je Non, suis pas en train non, non, je d'argumenter. vais pas Non, non, m'objecter. je termine. Vas-y. Mais je tiens à vous dire que tout ça, tous ces questionnements, en fait, imaginez une table de mixage. Il y a toute une série de raisons pour avoir des enfants ou pas avoir des enfants. Et je pense que les raisons pour ne pas en avoir, le bouton de volume a été poussé plus haut simplement parce que les circonstances permettent qu'on se pose ces questions-là. Je pense que c'est bien, en fait, d'avoir un doute si on peut ou on serait un bon Ouais. parent. Les gens qui n'ont pas de doute me préoccupent beaucoup Mmh. plus que Ouais, ceux c'est qui ça. en ont. Mmh. Bon, mais on parle de choix, c'est super intéressant. Puis il va falloir adresser aussi la question des gens qui n'ont pas vraiment ce choix-là. Mmh. Le choix, par contre, est souvent abordé aujourd'hui, puis tu le soulignes bien, Christelle, depuis la contraception, puis l'avortement, à quelque part, la question, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour choisir d'avoir moins d'enfants? Puis on prend pour acquis que les gens, en particulier ben, les femmes, ont plus d'enfants qu'elles ne le désiraient. Est-ce que tu peux, décrire un petit peu, cette situation-là? Qu'est-ce que tu entends par là? C'est l'argumentaire qu'on entend. C'est qu'on devrait augmenter l'accès à la contraception et à l'avortement pour éviter que les femmes qui voudraient poursuivre une carrière ou poursuivre d'autres choses dans la vie ne soient pas prises avec 5 enfants, mais peut-être avec le nombre d'enfants qu'elles désiraient. Je le dis crûment, là, mais c'est l'argumentaire qu'on Mmh. entend souvent. Toutefois, en tout cas, moi, j'ai lu certains sondages récents au Canada, certaines études sérieuses qui démontrent que, en fait, c'est pas le cas de la plupart des femmes. En fait, la plupart des femmes finissent avec moins d'enfants qu'elles ne l'auraient désiré par rapport à leur idéal de ben, combien d'enfants est-ce que je voudrais idéalement avoir Mmh. dans ma famille? Euh, Combien d'enfants est-ce que je planifie avoir pour ma famille? Et Mmh. combien d'enfants, Ouais. finalement, elles ont eu pour leur famille. À chaque fois, le nombre est moindre que ce qui serait désiré. Mmh. Bah, en fait, tout ça, ça va avec ce que Christelle, tu étais en train de dire par rapport aux différents types de causes de pourquoi on n'a pas ou moins d'enfants. C'est-à-dire que, des personnes qui en voudraient plus, qui en planifieraient plus, idéalement dans leur plan de vie,
mais qui, face à la réalité environnementale, face à leurs conditions matérielles, face aussi aux paramètres de leur vie qui sont pas toujours choisis. Enfin, genre, combien de personnes désireraient se mettre en couple, se marier, Ben, c'est fonder une ça. famille, et puis les années passent et puis ça se produit pas. Pour toutes ces raisons-là, on peut effectivement se dire qu'on a répondu au sondage, bah, peut-être que j'en ai eu un ou deux, mais finalement, moi j'avais prévu d'en avoir trois ou quatre. C'est ça. Mais les études ont duré plus longtemps. Il y a eu une crise économique à un certain moment. J'ai vécu une rupture où finalement avoir des enfants, c'est plus compliqué, juste biologiquement. Je veux dire, la fertilité. Beaucoup de gens sont prises avec des problèmes de fertilité. Donc, c'est ce qu'on remarque. Plusieurs personnes ont moins d'enfants qu'elles le désiraient. Mais alors dans tout ça, il y a pas vraiment de lien avec la spiritualité en fait. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec, la servante écarlate. C'est juste en fait, des conditions, matérielles, c'est juste, des paramètres, techniques, j'ai envie de dire, même si je sais pas si c'est le bon terme, qui font qu'on a ou pas, des enfants. Mais toi, j'essaie, Mhm. tu disais que non, 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 il y a vraiment un lien très, très Oui, fort. oui, oui, oui. Je pense qu'il y a des objections fortes là-dessus. Bon, il y a une réaction quand même compréhensible de dire attends, le religieux, les religions ne devraient rien avoir à dire par rapport à la Fécondité. fertilité ou à la fécondité. C'est un petit peu absurde parce que c'est comme il y a des discours sur la fécondité et si on ne l'aborde pas de l'angle de la foi, ben on va l'aborder de l'angle de l'économie, puis c'est l'économie ou la politique ou c'est d'autres impératifs qui vont euh, qui vont dicter ces catégories-là. Donc moi je pense que la religion a quelque chose à dire, la foi chrétienne a quelque chose à dire sur ça, sans tomber dans dans le normatif. Donc, il faut avoir des enfants, ou l'humanité idéale, c'est celle qui a des enfants. C'est pas du tout ce que, notre foi propose. Mais tu, nous parlais d'un article que Oui, tu avais lu, qui en fait donnait comme raison, alors peut-être pas principale, mais en tout cas, conséquente, de la baisse de la démographie, ouais, la baisse du religieux. ouais, ben, il y a deux articles que j'ai en tête. Le premier parle justement, là, je l'ai cité au début, la question de la France. La France qui a vécu une sécularisation 100 ans avant le reste de l'Europe et qui a vu son niveau de fécondité baisser vraiment plus tôt que les autres puissances. Si la France avait suivi les mêmes courbes que les autres puissances, comme je disais tout à l'heure, on aurait 5 fois plus de Français aujourd'hui. Et des chercheurs ont vraiment vu que c'est la baisse de la pratique religieuse qui est liée là, comté par comté, ou en tout cas région par région, avec la baisse de la fertilité. Un autre article, par contre, des recherches récentes, montre que ben, les femmes religieuses, peu importe en fait la religion, mais ben, en fait certaines religions plus que d'autres, mais les femmes pratiquantes ont plus d'enfants que les femmes non pratiquantes. Puis avant de commencer à se dire, ah, mais c'est parce qu'ils ont de la pression pour avoir des enfants, c'est parce qu'ils sont forcés à ça. Si on se rappelle que la plupart des femmes veulent plus d'enfants qu'elles finissent par en avoir, c'est toute religion confondue, c'est parce que la foi donne à la fois des outils psychologiques et existentiels pour ces femmes-là de considérer plutôt que les autres d'avoir des enfants. Et elle leur offre aussi, ces communautés de foi offrent un soutien, un support qui leur permet d'avoir des enfants plus tôt, puis avoir plus de ressources ou d'aide pour élever ces enfants-là. Alors tout à l'heure, JC, tu, as dit qu'une des raisons, pour, la croissance démographique, c'était à cause de la sécularisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'ailleurs, je vais me tourner vers Christelle, qui est notre dictionnaire vivant, Ah bon? au sein, de, l'équipe de Sagesse et Morito. Et oui, chers auditeurs, si vous ne le savez pas, il connaît tous les mots de la langue française, anglaise, C'est le petit presque Christelle. allemande. C'est ça. J'ouvre le petit Christelle 2023-2024 C'est le Larousse et illustré. qu'est-ce que c'est la sécularisation? Ben, la sécularisation, c'est plus ça décrit en fait un processus qui concerne les sociétés occidentales surtout, mais l'idée c'est que ça peut potentiellement concerner le monde entier. Et c'est une thèse qui parle du rapport de la société avec la religion ou le phénomène religieux. Et ça décrit en fait un processus selon lequel la société est de moins en moins définie par des catégories religieuses et de plus en plus par des catégories séculières, c'est-à-dire laïques, qui font pas référence directement à la religion. Donc quand on dit que la société française s'est sécularisée, ça implique qu'il y a moins de pratiques religieuses, que la vie collective est moins définie par la religion, les fêtes religieuses, les rituels religieux, etc., que
l'imaginaire, les références des gens sont plus attachées à d'autres questions que celles qui émanent de la religion. Et donc, euh, dans les sociétés occidentales, à divers moments, ça a commencé à divers moments en fonction des sociétés, mais il y a eu ce phénomène partout. Et donc, ce que JC est en train de dire, c'est en France, il y a eu plus tôt que dans d'autres pays ce phénomène où on a constaté qu'il y avait moins de pratiques religieuses, moins de Mhm. références à la religion dans la société. Et on voit qu'il y a en parallèle une baisse de la fécondité. Donc l'argumentaire de Jean-Christophe, c'est que moins il y a de pratiques religieuses, moins la religion est présente dans la société, moins il y a d'enfants, et que en parallèle, les personnes qui continuent d'avoir une pratique religieuse et une foi vivante vont avoir tendance à faire plus Mhm. d'enfants. Et en même temps, tu parlais l'autre jour autour de la table de certains de tes amis qui justement ont une pratique religieuse et qui décident de ne pas avoir d'enfants. Faudrait pas croire que Non, c'est non. quelque chose de systématique, loin de Ouais, là. c'est pas un lien de cause à effet, c'est assez complexe en fait. Ouais, je connais des gens qui sont très croyants, très pratiquants, très engagés dans leur vie spirituelle et qui ont décidé de pas avoir d'enfants, pas de raison médicale particulière, ils ont juste pas voulu en avoir. C'est vrai que c'est pas super fréquent, mais ça existe. Mhm. En même temps, je me demande si en plus, et c'est peut-être un de nos problèmes, c'est peut-être que notre éducation et notre société nous imposent une sorte de séparation radicale entre spirituel et puis C'est le ça. reste, C'est tu ça. vois? Mmh. Moi, je pense que la frontière est beaucoup plus ténue, en fait. Je pense que pour des raisons matérielles, des gens croyants peuvent avoir plus ou moins d'enfants. Pour des raisons spirituelles, des gens pas croyants peuvent avoir plus ou pas d'enfants, en fait. Mhm. Il y a des gens qui sont pas croyants, qui ont une spiritualité, ou qui sont... Enfin, tout le monde a une spiritualité, Mhm. en fait. Mhm. Et tout ça peut jouer, en fait, dans leur cheminement personnel. Ouais, Jean-Christophe. Ouais, ça peut surprendre parce que je pense que pour un auditeur qui n'est pas nécessairement pratiquant, va se dire, bon, la raison première pourquoi les gens religieux ont plus d'enfants, c'est parce ils sont forcés ou fortement encouragés à en avoir, parce que c'est l'expérience qu'on a dû passer. Mais l'étude que je lisais récemment, qui a été préparée par un démographe américain au Canada, Lyman Stone, dit qu'en fait, comme tu as dit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que dans le fond, la pratique religieuse va influencer d'autres éléments de la vie qui permettent après ça d'avoir des enfants. Je vais donner des exemples concrets. Merci parce que j'allais t'en C'est demander. ça. Les gens religieux ont tendance à se marier plus tôt. Si tu te maries plus tôt puis tu es plus longtemps avec une personne, tu as plus de chances d'avoir des enfants avec cette personne-là. Juste si tu prends le même niveau de risque d'avoir un enfant annuel, si tu es plus longtemps en couple, naturellement, tu vas avoir plus d'enfants. Mais de l'autre côté, on sait que la fertilité des gens, il y a aussi une dimension de temps. Si tu te maries à 40 ans, tu es une femme de 40 ans, puis tu considères commencer à avoir des enfants à 40 ans, ça va être beaucoup plus difficile que si tu le fais à 20 ans. Je veux dire, au bout de ta vie, il y a beaucoup plus de chances que tu aies des enfants si tu es marié plus tôt. J'adore discuter avec JC parce que le pragmatisme nord-américain simplifie vraiment tout là. Tout Ah, d'un on coup. est très pragmatique. Voilà. Hein? Il y a des chiffres, il y a des cases, il y a des lignes temporelles et hop, tout est clair. Il y a des facteurs aussi communautaires. OK? Des facteurs communautaires, c'est justement que les gens qui participent à une communauté religieuse ont accès à un réseau de soutien beaucoup plus important. Dans le sens où si je vais à une église et que j'ai un enfant, si j'ai besoin d'aller travailler, par exemple, la nounou est malade ou je ne sais pas quoi, j'ai pas juste mes parents vers lesquels me tourner, mais j'ai aussi T'as Sephora C'est ça. Voilà. qui fait l'animation des enfants le dimanche. ou Stéphane ou Ouais, exactement. n'importe qui. Puis là, on prend pour acquis, bon, est-ce que mes parents peuvent garder les enfants? Mais pour beaucoup de professionnels, tu n'habites pas dans la même région de tes parents, de tes sœurs, de tes frères. Donc, participer à une église où il y a des gens que tu connais, qui ont des enfants, en qui tu fais confiance, il y a un réseau de gardiennes. Ça fait que si j'ai eu 3 enfants, puis ça n'a pas été une énorme souffrance parce que j'ai été soutenu avec ces 3 enfants-là, peut-être je vais décider d'en faire un 4e. Si je voulais en faire un 4e, bien entendu. Un autre exemple aussi, c'est au niveau du modèle. C'est plus, moi c'est mon expérience dans l'Église,
ça a été plus facile d'avoir nos premiers enfants parce qu'on a eu des amis qui ont eu des enfants avant nous, qu'on voyait avec les enfants, à qui on pouvait demander des conseils sur l'allaitement, sur le dodo. C'est toutes des Hmm. petites choses qui rendent euh, avoir des enfants plus facile. Euh, on- Justement, j'avais rencontré ce démographe-là qui disait que on serait surpris aussi du fait que à quel point chez certaines personnes, ils n'ont pas de contact avec des jeunes enfants. Donc, Hmm. il disait il y a un nombre important, par exemple, de jeunes femmes dans la vingtaine qui ne se souviennent pas avoir pris un bébé dans leurs bras ou d'avoir gardé un bébé ou d'avoir, si c'est pas prendre le bébé, changer la couche ou Hmm. lui Et donner toi, des ça t'est soins. arrivé il y a pas longtemps avec Ouais. des jeunes femmes dans la trentaine même, avec ton nourrisson Oui, oui, qui c'est ça. Oui, n'avait jamais... j'ai eu un enfant il y a pas longtemps et évidemment, il y a des amis, des connaissances qui sont venus nous rendre visite et ça est arrivé plusieurs fois, des jeunes femmes dans la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, à qui on confiait le bébé, enfin, c'est-à-dire porte-le ou joue avec 5 minutes, qui faisaient le commentaire, Ouah, Mm. j'ai jamais vraiment, ou j'ai jamais aussi longtemps tenu un enfant, ou même notre babysitter qui avait pourtant gardé des enfants, il dit, moi, j'ai pas du tout l'expérience de changer des couches. Donc alors pour moi qui ai grandi dans une famille africaine où Ouais, c'est ça. très tôt, même moi, on faisait changer des langes, j'avais même pas 10 ans, c'était assez surprenant, mais c'est quand même une marque de la façon dont on vit notre vie collective. Et ça explique aussi qu'il y ait plus de distance ou plus d'appréhension par rapport au fait d'accueillir un enfant si tu sais pas trop à quoi ça ressemble, tu vois. Ouais, moi, en fait, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé à Sandra, mon épouse et moi. On était mariés depuis 5 ans, puis on a des amis à l'église qui avaient, à l'époque, il y avait 3 enfants, dont un jeune bébé. Puis, ils devaient faire un voyage de 2 semaines en Amérique latine pour visiter la famille là-bas. Je cherchais une gardienne, puis on a dit, ah ben, nous, ça va, ça nous fait plaisir. On va habiter chez vous, puis on va s'occuper de vos enfants pendant deux Oh, le semaines. crash Donc, il y avait test! des Vous saviez enfants pas à ce qui vous l'école. attendait. Ah non, non, mais au contraire, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, ouais, ben ça fait pas si peur que ça. Ça fait Ouais, pas ouais, si ouais. peur que ça. On peut le faire. Et on a eu des enfants, on a commencé à avoir des enfants peu de temps après. C'est intéressant, je sais, parce que les raisons que tu donnes là, qui sortent de cette étude de démographie, les raisons pour lesquelles les gens ont plus favorablement des enfants ou accueillent plus favorablement des enfants sont souvent des questions qui touchent à l'optimisme, en fait. Mhm. Tu vois? Le fait de se dire, ah, mais c'est pas si pire, comme on C'est dit, pas si pire. comme on dit au Québec, c'est pas si grave, c'est pas si mauvais. Christelle, Je faut peux le vraiment que faire. tu viennes vivre au Québec. T'as tes relaxes. Je suis rendu bilingue, tu vois. Il nous avait pas encore fait son accent québécois dans cette saison. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien l'accent québécois. Cœur sur le Québec pour les Québécois qui nous écoutent. Donc, ce sont des raisons qui touchent à l'optimisme, de se dire oui, en fait, je peux avoir des enfants, mais je suis entouré, je suis soutenu. Même pour des gens qui ne sont pas pratiquants, Mhm. hein, souvent des gens qui ne sont pas pratiquants vont plus avoir tendance à se dire je veux avoir des enfants si, par exemple, leurs parents vivent pas très loin. De dire bah voilà, je vais être entouré, je vais avoir un soutien moral, un soutien pratique. Ou alors ils déménagent dans un endroit où c'est moins cher. Tout simplement, on se dit voilà, je vais avoir les moyens financiers dans l'avenir. Mhm. Et le fait d'avoir des enfants en soi, en fait, les démographes eux-mêmes le disent, hein, c'est qu'à à l'échelle de la société, parce que là on parlait de cas individuels, à l'échelle de la société, en fait, la fertilité, c'est souvent pris comme un signe d'espérance à l'avenir, en fait, Hmm. de dire, bah oui, voilà, la vie est quelque chose qu'il faut perpétuer et autant faire des enfants et en accueillir, en avoir plus, etc. C'est un signe de Mhm. positivité, d'optimisme. Puis, justement, l'étude à laquelle je fais référence questionnait les femmes par rapport à leurs inquiétudes puis leurs espoirs pour la vie. Puis on voyait une différence marquée entre les femmes pratiquantes et les femmes non pratiquantes par rapport, par exemple, à la crainte au niveau de l'économie, l'environnement, Ouais. la criminalité. Donc, ces personnes-là étaient beaucoup plus optimistes par rapport au monde dans lequel elles allaient mettre des enfants au monde Ouais. que les autres. Hmm.
Alors, je pense qu'on utilise depuis tout à l'heure le terme optimisme. On pourrait aussi voir ça comme de l'insouciance. On pourrait voir ça comme de la naïveté. Et je comprends. Moi, si les auditeurs ils nous écoutent et ils se disent, bah, en fait, c'est juste que les grenouilles de bénitier, ils ont une vision de ce qu'un Dieu tout-puissant fera des miracles pour sauver leur situation. Mais on sait très bien que la situation est désespérée. Mm. Et c'est vrai que je crois pas que dans cet épisode, on pourra vraiment résoudre cette tension entre optimisme et insouciance et pencher dans la balance pour l'un ou pour l'autre. Mais peut-être qu'effectivement, c'est ça l'élément de sagesse biblique dans cette question-là. Il y a des réponses d'ordre technique, contraception ou pas contraception, bah forcément, sur l'échelle de l'humanité, ça fait penser à la question différemment d'avoir ou pas des enfants. Mais il y a aussi un élément de confiance qui est en fait présent dans la sagesse biblique. On parlait aussi tout à l'heure de sacrifice. C'est vrai qu'il s'agit de sacrifier son confort, il s'agit de se dire que la pièce de la maison qui était réservée pour les œuvres d'art ou les paires de chaussures ou le bureau avec tous les bouquins en collection Pléiade. Ou ta station de jeux vidéo. La mienne, oui, ça, certainement. Et peut-être que cette pièce-là, elle devra être transformée en chambre d'enfant et que le reste devra être bazardé ailleurs. Il y a une notion de sacrifice et il y a une notion d'espérance, et c'est deux choses qui sont en tension dans la foi chrétienne. Tout ça me fait penser à une phrase que j'ai souvent entendue avant les mois qui ont précédé et puis les mois après la naissance de notre petit Adam. C'est cette question, donc on nous demandait qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents. Et souvent, la phrase qui revenait, c'est avoir des enfants, ben, ça change tes priorités. Tu revois les choses plus de la même manière. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, j'avais reçu une petite brochure quand on préparait la naissance. Et j'ai trouvé le titre lumineux, c'était « Naître parent ». Naître du verbe naître. Tu accueilles un enfant, l'enfant naît, mais tu nais à un autre état d'existence, en fait, où, en fait, ta vision du monde, mais ton système de priorité, ton système de valeurs est chamboulé. Et l'optimisme et l'espérance, c'est ça, c'est de se dire, il y a certaines choses qui valent quand même la peine, quand bien même elles ont un coût, parce que l'avenir me promet quelque chose de meilleur. C'est éminemment spirituel. Alors, un croyant va le mettre dans une vision du monde qui est ancrée en Dieu, ou en tout cas dans la foi chrétienne. L'avenir nous appelle à l'espérance. D'ailleurs, le mot espérance est souvent connoté religieux, c'est pour ça. Pour des gens qui ne sont pas croyants, voilà, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas croyant et que vous réfléchissez à la question d'avoir des enfants, il faut se poser la question, voilà, quelle est la base de mon optimisme pour l'avenir, la base de mon espérance? Et est-ce que je suis prêt à revoir mon système de priorité? Il y a des choses qui sont importantes quand bien même elles ont un coût. J'aime bien cette phrase que j'ai sûrement très très mal redite. Christelle, elle était beaucoup mieux dans ta bouche et plus spontanée. Mais en tout cas, c'est plus à ça qu'on vous appelle, chers auditeurs et auditrices. C'est pas faites des gosses, mais plus reconsidérer dans votre système de valeurs, est-ce que la spiritualité, elle a une place? Oui, ça a un coût. Ça a un coût en temps, ça a un coût multiple. On parlera peut-être de ça dans d'autres épisodes, mais ça a de la valeur. Alors, derrière toutes les conversations démographiques, c'est bien plus une invitation à l'espérance et au fait de considérer l'espérance qu'on peut trouver dans la foi chrétienne à laquelle on vous invite. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode. Merci de rester avec nous pour les prochains, de vous abonner à notre chaîne et de nous faire vos retours en commentaire. On sera ravis de vous lire et d'échanger avec vous. À bientôt pour un prochain épisode. It is like a finger pointing away to the moon. On vous invite à nous rejoindre sur YouTube et toutes les applis de podcast. Vous pouvez activer la petite cloche. On a un épisode qui sort le dimanche toutes les 2 semaines. On vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit, nous faire part de vos commentaires. On vous dit donc à bientôt pour cette saison de Sagesse et Morito. Youhou! Yes!